Quand on regarde un quartier d'affaires un mardi matin, c'est toujours la même scène. Ouais, l'effervescence totale. C'est ça. Des milliers de cadres qui courent partout, les réunions qui s'enchaînent, les boîtes mail qui débordent. De l'extérieur, on a l'impression d'une machine ultra performante où chaque petite action fait avancer l'économie. Et pourtant, c'est là qu'on se trompe complètement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on continue notre exploration aujourd'hui. Parce que si on applique la lentille du déséquilibre qu'on étudie depuis un moment, la réalité est, disons, assez brutale. Très brutal même. Si on regarde bien, la quasi-totalité de cette agitation, elle ne sert strictement à rien. C'est fou de se dire ça. Acte, ça pique un peu. C'est sûr? Mais c'est le but de notre discussion. On sort de la théorie pour voir comment ça s'applique en vrai sur le terrain. On va décortiquer ça sur 4 points précis. Ouais, 4 domaines où c'est flagrant. Voilà. La prise de décision, la gestion physique des stocks, la bureaucratie des projets, et enfin, un truc fascinant, la négociation. Et on peut commencer par le pire, la prise de décision, parce que le monde du travail aujourd'hui, il est malade. Il souffre d'une paralysie par l'analyse incroyable. C'est vrai qu'on veut toujours plus de données, quoi. Exactement, on a été programmé pour croire que chaque problème mérite une étude exhaustive. Tu sais, la fameuse métaphore des 2 corbeilles à courrier sur le bureau. Ah oui, la corbeille des trucs importants et celle des trucs insignifiants. C'est ça. Et la statistique qui tue, c'est qu'au final, seule une décision sur 20 mérite vraiment d'aller dans la corbeille importante. Une sur 20? Non mais, si on transpose ça à nos outils modernes, genre Slack ou nos boîtes mail, c'est effrayant. T'as 100 notifications, il y en a peut-être 95 qui te demandent de faire un truc, mais qui ont un impact stratégique proche de zéro. Zéro, ouais. Et le pire, c'est qu'on a l'impression de gaspiller la même énergie mentale pour valider une note de frais de 15 balles que pour, valider la stratégie de l'année. C'est exactement ça. On donne le même poids cognitif à tout. Pour ces décisions insignifiantes, la littérature est claire, il faudrait les déléguer totalement. Ou même, c'est provocateur, mais les trancher à pile ou face. Attends, à pile ou face, vraiment. Dans une entreprise? Économiquement, ouais, c'est rationnel. Imagine, t'as 51% de chance qu'une petite option soit la bonne. D'accord. Si tu passes 3 jours à analyser des datas pour monter à, disons, 55% de certitude, le coût de ton temps dépasse largement le bénéfice que tu vas en tirer. C'est un gouffre financier. C'est un peu comme, tu sais, quand tu passes 1 heure à scroller sur une plateforme de streaming, Ah ouais, le classique. tu lis tous les résumés, tu regardes les notes, tu te prends la tête, tout ça, pour finir par lancer un vieil épisode de sitcom qui dure 20 minutes. Voilà, l'énergie dépensée est totalement disproportionnée par rapport à l'enjeu. Ok, je vois bien l'idée pour les petits trucs. Mais la vraie question, c'est l'autre corbeille, la fameuse décision sur 20, qui compte vraiment. Si on prend l'habitude de tout expédier, on risque pas de bâcler les choix vitaux. Alors justement, non. C'est pour ça qu'il y a un cadre très spécifique pour cette minorité de décisions cruciales. C'est ce qu'on appelle la règle du 80-20 100-100. 80-20, 100-100. Ok, décortiquons ça. Le 80-20, j'imagine que c'est lié à l'information, non? C'est ça, tu rassembles 80% des données pertinentes dans les premiers 20% du temps que tu as. Ok, on accélère la recherche. Mais les 2 chiffres 100, là, ça correspond à quoi? C'est la phase d'exécution. Le premier 100, ça veut dire qu'une fois que tu as tes 80% d'infos, tu prends la décision et tu t'y tiens 100 fois sur 100, sans faire marche arrière. D'accord, donc pas de retour en arrière constant. Exactement. Et le second 100, c'est d'agir ensuite avec 100% de confiance, avec une force de frappe totale. Et c'est souvent là que ça bloque au niveau psychologique. Bah oui, parce que c'est une injonction un peu paradoxale, non? Comment on peut avoir 100% de confiance quand on sait, de fait, qu'il nous manque 20% des données? On sait qu'on peut se planter. En fait, tu ne simules pas la confiance dans le fait que ta décision est parfaite. Tu places ta confiance dans la valeur de l'action rapide. Ah, subtil. Ouais, parce que notre cerveau déteste l'incertitude. Les comités de direction, leur grand piège, c'est de tout suspendre pour chercher les 20% de certitude qui manquent. Pour se rassurer. Voilà. Et pendant qu'ils cherchent à être sûrs à 99%, le temps passe, le concurrent lance son produit, le candidat idéal signe ailleurs. La règle, elle t'apprend qu'une bonne décision prise tout de suite sera toujours supérieure à une décision parfaite qui arrive trop tard. Donc le temps, c'est vraiment la ressource critique, bien avant la pureté de la donnée. Complètement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette incapacité à trancher, ce besoin de tout garder au cas où, ça ne reste pas juste un problème mental, ça se matérialise physiquement. Ah, la gestion des stocks. Oui, on passe à notre deuxième point. L'entrepôt, c'est un peu le symptôme physique de la maladie d'une entreprise qui n'arrive pas à choisir.
C'est le lien de cause à effet direct, ouais. La complexité intellectuelle, elle se fossilise sous forme de palettes qui prennent la poussière. Et les chiffres de l'analyse, ils dépassent l'entendement. On nous parle d'un cas classique où 20% des références, ce qu'on appelle les unités de gestion, représentent 75% du volume quotidien. Ce qui est déjà énorme. Déjà énorme, mais il y a cet autre exemple d'une informatisation d'entrepôt. T'es prête, Evelyne ? 0,5% des références constituaient 70% de l'activité. 0,5, c'est délirant. 0,5%. Il faut imaginer le truc. Des kilomètres d'allées, des étagères jusqu'au plafond, des employés qui courent partout avec des chariots élevateurs, tout ça pour des produits morts. Toute la vie du bâtiment repose sur 0,5% du stock. Et le drame, c'est que toute cette complexité autour du vide, elle a un coût systémique hallucinant. Chaque article qui dort, il faut payer le mètre carré pour le stocker, il faut le chauffer l'hiver. Ouais, on paie pour chauffer du vide. Et l'assurer et faire l'inventaire chaque année. Mais le pire, c'est le coût opérationnel. Ces 99,5% de produits inutiles, ils ralentissent toute la chaîne. Les préparateurs perdent un temps fou à les contourner pour atteindre la vraie minorité qui se vend. Du coup, concrètement, on fait quoi ? Comment on applique ce déséquilibre dans un environnement super rigide, avec de l'acier et des palettes ? La clé, c'est l'ergonomie logistique. Une fois que tu n'as identifié ta petite minorité de produits stars, tu repenses tout l'espace autour d'eux. Tu les places dans ce qu'on appelle la zone de frappe. La zone de frappe, c'est-à-dire ? C'est-à-dire à hauteur d'épaule ou de hanche, là où le mouvement humain est le plus naturel et idéalement au plus près des quais d'expédition. Ok, donc on arrête de faire s'accroupir les employés ou de les faire grimper sur des escabeaux pour les trucs qui partent tous les jours. Exactement. Moins de fatigue articulaire, moins d'accidents du travail et une cadence qui explose. Et le poids mort, tu le relègues tout au fond du bâtiment. Mais logiquement, quand on voit ces chiffres, pourquoi est-ce que les entreprises gardent tout ce bazar ? Pourquoi ne pas juste purger le catalogue et virer ce qui ne se vend pas ? Parce que les biais cognitifs reviennent au galop. C'est la terreur absolue de rater la vente marginale. Le fameux au cas où. C'est ça. Le dirigeant, il voit une pièce obscure qui se vend 3 fois dans l'année et il se dit si mon meilleur client me la demande et que je ne l'ai pas, il va partir chez le concurrent. Et je perds aussi ces grosses commandes. Voilà. Sauf que c'est une pensée totalement linéaire. Ce qu'il ne calcule pas, c'est l'effet de levier inversé. Le petit bénéfice de cette vente anecdotique, il est littéralement pulvérisé par le coût cumulé du chauffage, de l'assurance et de la manutention sur 12 mois. Et alors, immanquablement, quand la finance finit par voir que l'entrepôt engloutit les marges, c'est la panique. Ah oui, alarme générale. Et qu'est-ce qu'on fait quand on panique face à un process trop lourd ? On lance un projet d'entreprise. Le grand classique. Un groupe de travail interservices pour transformer tout ça. Et c'est là qu'on arrive à notre troisième point. Parce que l'ironie, c'est que ce projet qui est censé simplifier les choses tombe direct dans le même piège. C'est le paradoxe bureaucratique absolu. À la base, un projet, c'est une structure agile faite pour court-circuiter la lourdeur habituelle. Ouais. Mais l'administration a horreur du vide. Les données montrent que 80% de la valeur d'un projet découle d'à peine 20% de ses activités. Le reste, c'est quoi, Fora ? De l'inflation d'objectifs, des comités pour préparer d'autres comités. Des tableaux de bord que personne ne lit. Mais grave. C'est la loi de la complexité organisationnelle. On croit souvent que si tu ajoutes quelqu'un dans une équipe, le travail augmente de façon linéaire. Genre 10% de monde en plus, 10% de boulot en plus. Alors que pas du tout. Pas du tout, c'est géométrique. Ça se mesure en ligne de communication. Prends une équipe de 3 personnes. Il y a 3 canaux de communication entre eux. C'est super fluide. D'accord. Tu passes à 6 personnes, tu ne doubles pas la complexité. Tu passes à 15 canaux. Tu arrives à 10 personnes, boum, t'es à 45 canaux. Ah ouais, donc tout le monde doit se synchroniser avec tout le monde. C'est infernal. Et le pire, c'est quand tu appliques cette géométrie aux objectifs du projet eux-mêmes. Ah, l'effet millefeuille. Tu pars d'un truc simple, genre remplacer le logiciel de stock. Ouais. Puis t'as les RH qui débarquent et qui disent « Ah, il faudrait intégrer un module de formation ». La finance veut son extraction de données personnalisée, le marketing veut que ce soit aux couleurs de la boîte. Au final, t'as une toile d'araignée d'objectifs qui se contredisent. C'est la noyade totale. Chaque nouvelle demande a l'air légitime toute seule, mais mise ensemble, elle parasite l'objectif central. L'équipe, elle passe son temps à gérer les conflits politiques au lieu de régler le problème de base. Mais alors, comment on fait pour éviter ça ? Dans l'analyse, ils disent « larguer l'inutile ». C'est bien beau sur le papier, mais dans la vraie vie d'une boîte, dire non au directeur financier, faut du courage, quoi. Comment tu verrouilles le truc ? Il faut le faire avant même que le projet commence. Avant de dépenser le moindre euro, tu dois réduire le projet à un objectif unique, d'une pureté absolue.
Un seul critère de réussite. C'est ça, la seule condition qui fera dire c'est un succès ou c'est un échec. Tu fais valider ça formellement par la direction, et ce rempart-là, c'est ce qui donnera l'autorité au chef de projet de dire non à tous les ajouts parasites ensuite. Faut être impitoyable. Et cette approche impitoyable, ça nous amène pile sur notre 4e et dernier domaine. Parce que pour imposer cette vision, pour obtenir les budgets sans accepter les conditions des autres, à un moment, il faut s'asseoir à une table, il faut négocier. L'art de la négociation asymétrique. Ouais. Et c'est peut-être là que cette dynamique est la plus redoutable. Ça joue sur la valeur réelle, mais aussi sur le temps. La table de négociation, c'est vraiment le royaume de l'ego. La première règle à comprendre, c'est que 20%, voire moins, des points de désaccord représentent 80% de la vraie valeur du contrat. Donc la majorité des trucs sur lesquels les gens s'écharpent pendant des heures, ça ne vaut rien. Symboliquement, ça vaut beaucoup pour l'ego. Mais financièrement, non. Mais quand t'es dans le feu de l'action, c'est dur à accepter. Si tu lâches sur un détail, t'as l'impression de perdre la face, de paraître faible. On veut se battre sur la moindre virgule. Exactement. Et c'est l'erreur du débutant. Un négociateur expérimenté, lui, il repère très vite les points qui flattent l'ego d'en face, mais qui n'ont pas d'impact structurel. Et il les lâche. Il organise une vraie retraite stratégique dessus. Ouais. Il les cède un par un en ayant l'air de faire de gros efforts. Il donne une illusion de flexibilité et pendant qu'il satisfait l'ego de l'autre, il verrouille de manière hyper agressive les vrais points de valeur. En gros, on distribue généreusement les miettes pour être sûr de partir avec le gâteau entier. C'est redoutable. Mais ça devient encore plus machiavélique quand on y ajoute le temps. La deuxième règle qu'on voit, c'est que 80% des concessions douloureuses sont faites dans les derniers 20% du temps de la réunion. Parce que le temps, c'est le seul truc qui peut court-circuiter l'ego. Tant que t'as le temps, ton cerveau rationnel cherche des arguments, il bloque, il ergote. Ouais, on discute pour le principe. Voilà. Mais quand l'horloge tourne et que l'échéance approche, le cerveau reptilien prend le relais. La peur viscérale que toute la négociation capote remplace soudainement l'envie de tout gagner. Et c'est là que les gens deviennent hyper flexibles. L'exemple donné dans la source, pour illustrer ça, est génial. Imagine, tu veux demander une grosse augmentation à ta boss. Tu as rendez-vous avec elle à 9 h, et tu sais que, attention, à 10 h tapantes, elle a une réunion vitale avec des clients. Le contexte parfait. La logique voudrait que tu poses tes chiffres dès 9h10, histoire d'avoir 50 minutes pour argumenter. Ah mais faire ça, c'est un suicide stratégique. Si tu annonces tes chiffres à 9h10, tu lui offres 80% du temps pour te contredire, invoquer les budgets bloqués et émietter ta proposition. L'urgence disparaît complètement. Complètement. Le moment d'impact maximal, il n'est pas au début, il est vers 9h45, 9h50. Donc tu dois meubler, tu parles de tes réussites, du contexte de l'année, de tes projets pendant 45 minutes. Et paf, tu frappes à 10 minutes de la fin. Exactement. La pression du temps devient intolérable pour elle. Si elle ne veut pas être en retard pour ses clients à 10 heures, elle ne peut plus ergoter. Elle est obligée de trancher dans l'urgence pour clore le dossier. L'imminence de l'échéance force le compromis. C'est marrant, ça me fait penser à un match de basket très serré. Ah ouais? Ouais. Tu regardes les 3 premiers cartons, tout le monde court, ça marque des points, les coachs hurlent. C'est hyper intense, mais en fait, toute cette énergie ne sert qu'à maintenir l'écart. C'est juste du positionnement. C'est l'échauffement chorégraphié. Voilà, la vraie tension, le moment où le score bascule vraiment, où la peur de perdre paralyse les uns et transcende les autres, ça se passe exclusivement dans les 5 dernières minutes du match. C'est une super métaphore. L'impatience en négociation, c'est vraiment ton pire ennemi. Faut avoir la discipline de laisser la tension monter, de laisser l'horloge absorber les débats inutiles et de ne sortir tes cartes que quand l'autre est fragilisé par l'urgence. Au final, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir, que ce soit pour trier ses mails, pour ranger des palettes de stock, pour ammuter un projet de ses sous-objectifs, ou pour regarder sa montre avant de parler salaire, il y a un fil rouge qui est super limpide. La création de valeur, ouais. C'est ça. La vraie efficacité, elle n'est jamais dans l'accumulation. Elle demande une approche hyper chirurgicale, un vrai courage pour éliminer massivement tout ce qui sert à rien et protéger jalousement cette infime minorité de choses qui comptent. C'est une super synthèse. Mais d'ailleurs, si on réfléchit 2 secondes au mécanisme qu'on vient de décortiquer, tu sais, cette peur de manquer, cette bureaucratie qui s'auto-alimente, on voit bien comment ça étouffe les entreprises. C'est clair? Mais est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle avec notre charge mentale au niveau individuel? C'est-à-dire? Mais si on examine notre niveau de stress au quotidien, l'anxiété qui nous épuise, c'est fort probable que 80% de notre bruit mental soit généré par seulement 20% de vrais problèmes. Ah ouais.
Et la vraie question, ça serait de savoir si on est capable d'identifier cette petite poignée d'angoisse bien spécifique pour les régler avec la même froideur qu'un logisticien qui réorganise ses palettes. Ça, c'est une perspective qui donne vraiment à réfléchir. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.